Vous aviez établi dès 1964 le modèle qui vous a valu le prix Nobel. Il a fallu attendre l'an dernier, en fait, pour que vous le receviez. En 1982, un autre physicien avait reçu un Nobel pour la découverte des bosons W et Z, qui confirmait le mécanisme et la validité de votre modèle, mais il manquait toujours un instrument pour expérimenter et vérifier que ce que la théorie avançait. Donc il a fallu attendre un gigantesque accélérateur de particules, le LHC au CERN à Genève. Il a fallu attendre qu'il soit opérationnel pour démontrer ce que vous saviez déjà et qui tenait, si je ne me trompe pas, votre calcul tenait sur 1 page et demie. Un peu plus. Ah ben, d'abord, il tenait sur beaucoup plus, mais évidemment, on ne publie pas pour l'article. Comme c'était une lettre, il y a des restrictions imposées par l'éditeur. Mais tout de même, il y avait un peu plus qu'1 page et demie, il y en avait 3 pages. Ce qui était un peu le minimum, le maximum plutôt, oui. Disons que la découverte du boson W et Z, qui sont des bosons qui sont... Oui, je ne vais pas commencer à dire ce que c'est, mais enfin, c'est ce qui est vraiment... ce qui médit ce qu'on appelle les interactions faibles, c'est-à-dire les interactions qui sont, entre autres, responsables des intégrations radioactives. Que ces particules-là étaient décrites par des considérations qui sont un peu d'ordre mathématique, mais qui ne pouvaient vraiment être réalisées que par l'intermédiaire du mécanisme qu'on avait proposé. En fait, quand on a proposé le mécanisme, et je vais essayer d'expliquer pourquoi on a dû, si l'on veut attendre aussi longtemps après, quand on a proposé le mécanisme, on a proposé en fait 2 réalisations du mécanisme. L'une où quelque chose qui joue un rôle important, éventuellement je reviendrai plus tard, qui est un condensat de quelque chose qui envahit l'univers entier, que ce condensat peut être réalisé de manière extrêmement complexe, comme des états qui sont formés de beaucoup de particules ensemble, etc. Dans certains cas, il peut également se réaliser par une seule particule, ou plus exactement par des milliards de particules, mais qui sont tous des réplicats de la même, et ça, c'est ce qu'on appelle une particule élémentaire. Et donc, les recherches se sont faites forcément au départ, pour des raisons techniques, par des basses énergies, et ça n'a rien donné. Et finalement, le CERN a pris le risque essentiellement de construire un appareil qui était susceptible de découvrir, même à des énergies plus grandes. Si on ne l'avait pas découvert là, ça ne veut pas dire que le monde s'effondrait, mais ça veut dire qu'on aurait dû retourner à l'autre possibilité qui pouvait être encore à ce moment-là vérifiée. Ça impliquait des petits changements dans la théorie, mais enfin, pas tellement. Et donc, c'est cette découverte-là, et ça a pris beaucoup de temps pour des raisons qui sont essentiellement des raisons techniques. Il fallait construire des choses. Chaque fois qu'on ne trouvait pas, ben, on disait, ou bien il ne va pas se trouver. Ça, les gens disaient que c'était catastrophique. C'est pas tellement vrai, mais enfin, ça fait rien. Et, mais finalement, ils l'ont trouvé, et ça, c'est une découverte magnifique. Je dirais même que ce qui est le plus étonnant et le plus important dans la découverte du CERN est quelque chose qui n'est pas très bon pour, disons, le financement du CERN. Mais c'est le mieux du point de vue de la physique, à mon avis, c'est qu'on n'a rien trouvé d'autre. Parce que, évidemment, alors, dans la presse et tout ça, on dit, oh oui, mais enfin, ils ont trouvé ça, c'est bien, mais enfin, ils trouvent rien d'autre. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que ça renforce le caractère élémentaire de la particule, du moins aux énergies analysées, parce que, évidemment, si c'était plus complexe, on s'attendrait à trouver des tas d'autres choses. Et donc, le monde est peut-être un peu plus simple que l'on pouvait craindre.
Oui, donc on comprend bien que la portée de votre découverte, c'est qu'elle se place dans la lignée de découvertes essentielles, jalonnées sur quelques siècles, et quelle est la dernière pièce du puzzle du modèle standard, si j'ai bien compris, donc le cadre théorique de la physique des particules qui décrit toutes les particules élémentaires et les forces qui agissent entre elles. Vous les particules élémentaires connues. Ah, vous m'excusez, je lis mon papier, hein, parce que ça me dépasse très largement, vous oui, en doutez. Oui, oui, mais moi pas. Toi pas. Donc je disais... Mais avant, il a fallu Galilée et son principe d'inertie, il a fallu Newton et sa loi d'interaction gravitationnelle, il a fallu Maxwell pour introduire la notion de champ, pour introduire la notion de champ électromagnétique, Einstein pour la relativité générale, Max Planck pour la mécanique quantique, et d'autres, mais donc ça vous situe quand même. Et il restait à comprendre le mécanisme d'autres forces, donc mises en évidence par la physique nucléaire, des forces responsables d'interactions faibles, comme vous l'avez dit, qui ne pouvaient pas être expliquées par les théories connues. Il fallait donc l'existence du champ que vous alliez mettre en évidence, auquel est associé le boson. Est-ce que vous nous expliquez un petit peu plus ce que c'est que ce boson, ou bien c'est pas la peine, parce que de toute façon on va vraiment pas en comprendre un chouïa. On peut avoir, prenons par exemple le boson en question, il peut y avoir une condensation très peu correctement décrite par l'exemple que j'ai suggéré, mais enfin, c'est quelque chose de cet ordre, quelque chose comme une transition de phase, c'est-à-dire où un même corps peut apparaître sous des formes différentes, telles que la vapeur d'eau, l'eau ou la glace. Évidemment, la transition de phase dont je parle, on peut considérer que c'en est une, c'en est probablement une d'ailleurs, mais elle est nettement plus subtile. Mais enfin, pour chercher une image générale, on peut dire ceci. C'est une transition de phase de quelque chose de, par exemple, élémentaire. Nous allons prendre cette vision-là, j'ai signalé de deux visions possibles. Donc, les bosons, ça s'appelle comme ça, si on veut, on peut dire pourquoi ça s'appelle comme ça, mais on verra. Donc, des bosons qui sont des particules qui font rien de particulier, ils ne donnent pas de la masse à personne, ça c'est pour la presse, mais ça ne... Il y a une dame qui m'a demandé, petite incise, si elle allait grossir quand on lui mangeait des bosons. Il n'y a pas de danger. Bon, c'est pas de danger. Et puis, bon, mais voilà. Donc, ça peut être des particules élémentaires, des bosons, qui se condensent. L'analogie très mauvaise, mais enfin qui est tout de même pas tout à fait totalement fausse, serait ces gouttelettes qui forme une mer, avec cette différence que cette mer, ce condensat, est quelque chose qui enveloppe l'univers entier. Ça, c'est ce que la manière d'aborder la théorie que nous avons faite permettait de penser comme une solution à un problème. Et une fois que ce condensat était établi, alors on pouvait à ce moment-là comprendre comment des forces à longue portée, comme ça veut dire des forces qui agissent sur des objets quelle que soit leur séparation, comme les forces d'origine gravitationnelle, les forces électromagnétiques, pouvaient, à l'aide de ce condensat, immergés dans ce condensat, pouvaient dans certains cas se propager moins loin et donc, dans ce cas, donner des forces qui agissaient à des très petites distances, mais ne donnaient pratiquement pas d'effet à des distances plus larges. Comment cela se passe? Cela se passe parce que des différentes forces, par exemple les forces électromagnétiques, sont médiées par des particules dont vous avez sûrement entendu parler, qui sont les photons. Les photons n'ont pas de masse, et puisque c'est des particules de la lumière, il n'est pas étonnant qu'ils vont à la vitesse de la lumière. Ils vont à la vitesse de la lumière, d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas de masse. Ça, c'est un théorème général de la relativité. Et donc, le fait d'avoir des forces en courte distance est dû au fait que ces particules qui transmettent les forces
acquièrent une masse. Alors que la structure même de ces forces fait qu'à première vue, ils ne peuvent pas en acquérir. Parce qu'ils ont quelque chose qu'on appelle une symétrie, qui n'est plus le cas s'il avait une masse, ou n'a pas l'air d'être le cas, mais le mécanisme permet de le faire. Voilà. Donc, on donne une masse à certaines particules qui transforment les interactions à longue portée en courte portée, et les particules, et ces particules qu'on donne sont des particules qui, normalement, sont protégées. Donc, je dis tout ça pour que vous vous rendiez compte que quand on dit simplement que c'est des gouttelettes d'eau qui forment une mer, on passe sur énormément de subtilités qui sont nécessaires pour que ça comprenne. La deuxième évolution de l'idée, c'est qu'à partir du moment où on a donné du masse à ces particules qui transforment des forces à longue portée en forces en courte portée, eh bien, on peut aussi, par le même biais, arriver à donner des masses à toutes les particules élémentaires, justement dans le cadre d'une théorie où ils ne peuvent pas en avoir. Et donc, c'est pour ça que l'on dit quelquefois, de manière extrêmement simplifiée, que le mécanisme, ou le boson, ça c'est encore pire, donne la masse aux particules. C'est le condensat qui s'avère être un condensat de boson qui permet de donner la masse aux particules élémentaires et transformer des forces à longue portée en forces à courte portée. C'est tout ce que je peux dire à ce moment-là. Est-ce que la physique peut éclairer la philosophie? On a un peu perdu ça. Là, écoutez, là je crois, c'est un peu des questions finalement dont la réponse dépend fort de chacun. Personnellement, je crois que la métaphysique peut à la fois aider ou, au contraire, empêcher un raisonnement correct. Et, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas d'autres connaissances qui nous sont accessibles que celles qui sont potentiellement accessibles par la physique. Ça, je crois. Et la science, ce n'est pas quelque chose de sec, où on part de quelque chose et puis on regarde logiquement, comme si on tournait une manivelle, chose. Donc il y a un véritable acte de création dans la recherche scientifique. Et je crois que c'est très proche, d'une certaine manière. C'est pas il y a évidemment les exigences de la logique, qui doivent être vérifiées. Il y a les exigences de la tension vers une recherche expérimentale. Tout ça n'existe pas nécessairement dans d'autres arts, mais qui ont par contre développé des tas de choses que la science n'a pas développées. Mais ce qui est en commun, je pense, c'est que fondamentalement, au départ, il faut une création. Il faut une création de nouvelles idées, il faut une création de choses que l'on se dit, surtout, je dirais, en recherche théorique. Bon, des Anglais avaient établi une corrélation que dans 22 pays du monde, ils avaient établi une corrélation dans 22 pays du monde entre le nombre de lauréats du prix Nobel et la consommation moyenne de chocolat. La consommation de chocolat pourrait avoir un effet bénéfique sur les capacités intellectuelles. Alors, moi, depuis l'étoile mystérieuse... Tu as mangé plus de chocolat? Moi, je ne risque pas. Mais depuis l'étoile mystérieuse avec Hergé, je croyais plutôt qu'il y avait un lien entre les caramels mous et l'astronomie. Mais il semblerait que c'est plutôt le chocolat. Je crois que les deux sont possibles. Oui. Il n'est pas difficile, quand on n'a pas une notion très sérieuse des statistiques, de prendre deux phénomènes qui n'ont rien à voir et de regarder si on trouve des corrélations. Évidemment, on en trouve. Parce que, en moyenne, évidemment, il n'y en a pas, mais on ne fait pas une moyenne. On fait des corrélations et il y en a, donc forcément. Tu ne confirmes pas? Non. Je n'ai pas tendance à vouloir confirmer ça. Non, j'aime bien le chocolat, mais le Spoutnik, voilà, c'est ça. Donc, le Spoutnik, tout le monde sait, je ne sais plus quelle année c'était. Ça, en 1957. 57, oui. Et bien, à ce moment-là,
Oui, donc les Russes ont lancé le premier satellite, c'était le Spoutnik. Nous, on trouvait qu'on faisait beaucoup de bruit avec ça et que peut-être il y avait moyen de s'amuser un peu avec ça. Alors, on a décidé de le faire tomber. Alors, on a d'abord cherché chez toi. Oui. Je me souviens non, bien. Non, d'abord, tu as calculé. Tu as calculé le moment où se... Oui, mais ça, c'était après qu'on savait qu'on avait la boule. Oui. Oui, on avait une espèce de boule comme ça, on a trouvé des tas de choses dedans. Et alors, cette boule, on a bien vu qu'à ce moment-là, il y avait des perturbations météorologiques qu'on ne savait pas, et on allait le mettre au bon moment. On est allé le déposer dans le dépôt d'ordures de Nivelles. Ça, je me rappelle. Oui. Et alors, à l'intérieur, on avait mis n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi toujours, parce qu'il y avait un message à la gendarmerie belge. Je me rappelle. Et ce message à la gendarmerie belge était « Mon cul est une libellule ». Alors, les choses. En russe ou en français? En français. Ce qui était en russe, c'était à l'extérieur, on avait mis ministère, Mirou, je sais pas, ministère de la paix, quoi. Enfin, un truc comme ça. Et alors, c'était une espèce d'horrible boule comme ça qui avait servi à Picard pour faire des choses dans les fonds. Et oui. Et alors, donc, on avait mis aussi des vieilles lampes qui ne servaient plus et toutes sortes de choses, à part le message. Mais alors, on avait mis de la carboglace. Ah, c'est ça le plus important. Ça, c'était l'essentiel. Parce qu'on l'a déposé sur le... De la carboglace, c'est quoi de la carboglace? La carboglace, c'est un truc qui s'évapore comme ça en refroidissant terriblement tout ce qu'il y a autour. Donc, on avait mis de la carboglace dedans, on a mis ça sur le truc la déchetterie de Nivelles, on a mis le feu autour. Et le truc était donc en flamme, mais se recouvrait de glace à cause de la carboglace. Ça, c'était parfait. Donc, c'était visiblement un objet étrange.